étions en train d'évoquer le Gabon avec la réduction décidée par le président Ali Bongo Ondimba de 40% des effectifs de la présidence, mesure qui touche également d'autres pans de la société, notamment les voyages et ce sujet, la question des voyages. Johannes, ça vous intéresse, mais laissez-moi présenter Emmanuel Vivien Thomy, directeur de publication de Plume Libre, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Samuel, bonsoir aux collègues et puis à toutes celles et à ceux qui nous écoutent et nous regardent présentement partout dans le monde. Alors, Johannes, les amis. Oui, exactement. Oui. Il y a une situation qui m'intrigue surtout lors des voyages. Je prends souvent l'avion. C'est que, vous savez, on dit l'Afrique est pauvre, d'accord, on n'a pas assez de ressources. Vous allez voir que ceux qui sont dans les classes affaires, ce sont vraiment, c'est africain, quoi. D'accord. Mais il y a 2 jours sur alors que c'est le même avion. On va à la même destination. Écoute, les Blancs, c'est-à-dire que ceux qui nous aident, ceux qui nous appuient, les Yovo, d'accord, ils sont en écho. Mais les Noirs, c'est-à-dire que ceux qu'on assiste sont devant, quoi. Donc, parfois, je me demande, mais comment on peut expliquer ça? Ceux qu'on assiste, d'accord, sont, d'accord, dans les classes à faire. Et bon, voilà, et nos donateurs même restent derrière. Moi, je pense que véritablement, cette mesure-là doit être appliquée dans tous les pays. Parce qu'on a appris dans ce pays, comme je le disais tantôt, qu'il y a des ministres qui voyagent, d'accord, et ils ont 2 places en même temps, d'accord, et en classe à faire en plus, d'accord, leur sac occupe une place et eux-mêmes occupent une place. Je pense que c'est un véritable gâchis. C'est une véritable... On dilapide les ressources pour rien, parce qu'après on dit que la situation est difficile. Qui est responsable? C'est eux. D'accord. Le problème, c'est que c'est le peuple qui va serrer la ceinture. Voilà. Parce qu'il y a des réductions de salaire qui attendent les Gabonais. Exactement. On dit ils vont faire l'audit, ils vont réduire les salaires. Mais qui paie les pots cassés? C'est le peuple finalement. Surtout sur le cas du Gabon, où ils ont une population, je crois, de 1,5 million ou 2 millions. Ils ne sont pas nombreux. Un pays où il y a quand même d'énormes richesses. Il y a le phosphore. Je crois qu'ils ont déjà augmenté la forêt et autres. Mais c'est inimaginable de croire que pour cette petite population... C'est peut-être ce qui leur monte à la tête et ils sont rentrés dans une logique dépensière. Oui, exactement. Parce que, bon, voilà, vous savez, si vous prenez un peu le Gabon, c'est un pays, entre guillemets, bradé un peu à la métropole, d'accord. Toutes les ressources sont pompées, d'accord, et envoyées vers la métropole. Mais je dis, en tant que le gouvernement du Gabon, il faut quand même avoir une orthodoxie de gestion. Il faut bien gérer les ressources. C'est en cela, moi je dis que c'est Ali Bongo qui est responsable de cette situation, parce que au temps de son père, il y avait le miel coulait à flot au Gabon, et je me rappelle que beaucoup de fonctionnaires togolais sont partis au Gabon parce que on vous dit là-bas, quand vous arrivez à la fin du mois, votre salaire me met à 300 000, voilà, quelque chose comme ça. Et donc il y a cette ouverture, sans véritablement faire des comptes, il y a cette ouverture financière qui a été basée sur la mauvaise gestion. Au temps de Omar Bongo, c'était le beurre et le miel, comme on le dit. Le fils, il est arrivé, il a hérité d'un pouvoir politique qui a habitué les Gabonais à faire des dépenses. Après un premier mandat, il se rend compte que ça ne va pas. Et donc aujourd'hui, il prend la décision d'imposer aux Gabonais cette restriction-là. Et c'est la conséquence aussi, la conséquence directe de la dernière élection présidentielle que le Gabon avait organisée, les crises qui ont suivi, les sanctions, etc., l'opposition qui était sortie dans les rues, qui réclamait sa victoire et tout. La conséquence directe, c'est cette restriction, cette décision drastique qui a été balancée au nez, à la barbe des Gabonais. Mais en face, au-delà du statut ou au-delà du profil salutaire de cette décision, en face, il faut s'attendre à des réactions. Et cette réaction risque d'être virulente. Et
cette réaction pourrait être comprise par l'ensemble des Gabonais parce que ces Gabonais ne connaissent pas ce mode de vie, cette limite dans les dépenses. On leur impose parce qu'en face, on vous dit des gens font trop de dépenses. Et qui fait toutes ces dépenses? C'est l'État gabonais. Et quand vous prenez la masse salariale de ce pays, je pense que c'est le seul pays en Afrique ou dans le monde qui a une masse salariale qui dépasse. Voilà, 60, c'est quand même assez... 54%, c'est extraordinaire. Même les États-Unis, même l'Europe, même le Canada, je ne sais pas, les puissances mondiales n'ont pas cette masse salariale. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a un mauvais calcul qui a été fait. Voilà. Tout le monde va payer pour cela. Mais ceux qui doivent payer, c'est ceux vers qui cette décision est d'abord dirigée, avec la réduction du personnel à la présidence, les restrictions qui sont faites sur les voyages, etc. Il faut aller plus loin que ça pour que le peuple gabonais ne se retrouve pas dans cette situation. Réduction de l'effectif de la présidence, interdiction de voyage en classe affaires, réduction de 5 à 15% sur des salaires, les gros salaires, tout cela parce que le pays traverse un moment difficile. Vous comprenez que l'effort de guerre soit soutenu par toute la population gabonaise? Vous savez, malheureusement, quand le vin est tiré, c'est toute la population qui doit le boire. Ce n'est pas seulement ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à mettre le pays dans tel ou tel état qui vont seulement boire. Les conséquences touchent presque toutes les masses. Et le Gabon, effectivement, comme le disaient les confrères, était habitué à une façon de vivre qui n'était pas la même chose. Quand vous prenez un pays comme le Togo ou le Bénin, c'était pas la même façon de vivre. Mais aujourd'hui, je crois que le régime se rend compte qu'il faudrait essayer de rectifier le tir en prenant des dispositions dès maintenant pour ne pas tomber dans une crise acerbe. Vous savez, j'ai eu déjà la chance de voir déjà la délégation de la présidence de la République gabonaise en déplacement, avec déjà les gardes-corps de presque toutes les races, des Chinois, des Européens, des Gabonais, des Chinois naturalisés gabonais et des Français naturalisés gabonais. Mais c'est tout un bataillon qui accompagne déjà le président de la République lors de ses déplacements officiels. Bon, je ne sais pas trop, mais le Gabon a eu aussi cette chance ou ce privilège de pouvoir influencer des décisions même en France, contrairement à beaucoup de pays. Vous savez que l'ancien président Omar Bongo pouvait dire: je ne veux pas avoir celui-ci comme ministre dans votre gouvernement, et on devrait le changer parce que le Gabon avait quand même un poids, et le Gabon c'était un peu la capitale Paris de l'Europe dans le temps où beaucoup d'Africains convergeaient justement vers cette recherche de la richesse. Mais depuis un moment, le Gabon n'est plus le même pays qu'on connaissait. D'abord, il faut dire que c'est vrai que les fonctionnaires, tous ceux qui travaillent sont bien payés, mais en même temps aussi le coût de la vie est très cher, ce qui fait que vous gagnez beaucoup, mais vous allez dépenser ça tout de suite. Surtout côté logement. Oui, tout à fait. Donc la vie coûte extrêmement cher dans une capitale comme Libreville, comparativement à Lomé. On ne peut pas se permettre de faire certaines dépenses rien que pour le manger, par exemple, le transport et puis l'hébergement. Aujourd'hui, il s'agit effectivement d'être rigoureux. D'abord, nos pays africains ont ce problème de corruption dans l'administration et dans beaucoup d'autres secteurs, ce qui fait que même s'il y a de très bons programmes pour essayer de trouver des solutions, on est tout de suite rattrapé par cette habitude-là de la pratique de la corruption. On espère que le gouvernement va tenir bon, parce que les jours à venir ne vont pas être faciles pour Bongo et puis son gouvernement, parce que la population, je ne suis pas très sûr que tout le monde peut supporter jusqu'au bout. Et ce qu'il faut, effectivement, c'est continuer. Et si la population rechigne, elle a raison. Hein. Bien sûr, bien sûr, puisque vous-même, vous aviez une certaine façon de vivre qui était vraiment de l'exagération, c'était l'opulence. Et puis, à un moment, quand il y a des problèmes au niveau de nos finances, vous nous demandez à nous tous de serrer la ceinture. Il fallait commencer par serrer la ceinture depuis. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que
la crise, effectivement, après les élections, la crise n'a pas du tout fait du bien au pays. Quoique, je ne suis pas d'accord non plus qu'on réduise tellement les choses jusqu'à prendre des risques. Si je prends par exemple les voyages au niveau officiel, si le président de la République d'un pays est entendu dans un autre pays et qu'au dernier moment, il doit être remplacé par son ministre des Affaires étrangères, c'est possible que le ministre des Affaires étrangères utilise l'avion présidentiel pour aller représenter son chef. Mais à certains moments, on peut décider aussi, au lieu de perdre tout cet argent pour déplacer le ministre avec un vol spécial, on peut lui acheter un billet en classe VIP dans un avion. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans ce cas, pour des raisons de sécurité, des fois, on préfère que le ministre soit seul, un peu avec une ou deux chaises des fois, ce qui en réalité est un gâchis. On se crée une psychose. Oui, justement, ce qui en réalité est un gâchis, parce que si on était sûr de ne pas avoir des problèmes, de ne pas se faire attaquer par des concitoyens ou d'autres citoyens africains, je crois qu'on peut voyager facilement, comme les autres. Le plus sûr. Vous rentrez dans l'avion. Je vais terminer en disant que ce qui fait plus mal, c'est que dans un avion, que vous soyez en classe d'affaires ou en classe éco, vous allez à la même direction. Voilà. Donc tout ce que vous pouvez privilégier justement, c'est peut-être avec des privilèges différents. Non, au moment de la bouffe, on ferme les rideaux. Mais quand l'avion doit voler, la classe économique, la classe affaires est au-dessus de la classe éco. Nous voyageons tous. Mais la classe économique, tout honnêtement, au moment où vous prenez du vin, peut-être ça, il prend du champagne. Moi, je ne parle pas de la restauration dans l'hôtel. Je parle du service qui est proposé. Je parle de cette aisance dans laquelle... Du confort. Du confort. Parce que vous payez pratiquement le double ou le triple des fois. que moi je paye en classe éco. Vous avez droit à un certain nombre d'avantages. Mais ce qu'il y a, c'est que si malheureusement l'avion chute, c'est la même mort. Il n'y a pas de place, tout le monde va... En tout cas, on va le souhaiter. C'est comme on va dire. On va descendre au même aéroport. On va évoluer maintenant vers la République démocratique du Congo. Les élections seront falsifiées. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Mukwege qui le dit. Le gynécologue congolais Denis Mukwege, plusieurs fois cité pour le prix Nobel, a invité dimanche ses compatriotes à lutter pacifiquement contre le régime de Joseph Kabila plutôt que de miser sur des élections prévues le 23 décembre dont on sait d'avance qu'elles seront falsifiées. David Jagbavi, est-ce que c'est quelqu'un de lucide finalement qui parle là? Le gynécologue, il est pas n'importe qui. Je pense qu'il est même plus puissant que l'actuel président congolais quand on se réfère à son parcours et à tout ce qu'il a reçu. C'est un homme qui est très écouté et il profite de cette aura qu'il a pour véritablement aussi faire passer son message. Et je pense aussi que l'ensemble la majorité des observateurs, l'ensemble des observateurs de la scène politique congolaise s'accordent à dire que ces élections qui sont en train d'être préparées ne seront pas les bonnes. Parce que le même argument avait été avancé par Joseph Kabila lorsqu'à un moment, il avait été pressé d'organiser les élections. Il a dit que le temps qu'il a en face ne lui permet pas d'organiser les élections. Parce qu'il faut d'abord, c'est tout un processus, les fichiers électoraux, le recensement, les enregistrements, les inscriptions, etc. La RD Congo, c'est pas le Togo, c'est un très grand pays. Et il avait avancé l'idée, le besoin selon lequel il faut lui accorder le temps. Alors aujourd'hui, dans 4 mois, qu'on parle d'organiser ces élections, je pense quand même que tout le monde s'accorde à dire que ces élections ne vont pas être bien organisées et ça risque de rejeter de l'huile sur le feu en RDC. Et donc ce docteur, étant prévoyant, a très tôt compris que la RDC se dirige vers un chaos si ces élections sont maintenues à ces dates. Et donc, il lance un appel pour que la mobilisation continue de façon pacifique pour
fait partie Kabila. Mais justement, est-ce qu'en disant ça, il ne sort pas du rôle qui est le sien? Il est gynécologue. Il est gynécologue, il est citoyen, il est citoyen congolais, il a le droit à la parole, il a la liberté de s'exprimer comme il veut. C'est un peu comme l'Église catholique qui avait un moment qui est monté sur le créneau pour dire sa position, etc. Je pense quand même que ce docteur est l'une des figures emblématiques de la RDC et sa parole mérite d'être écoutée. Et aujourd'hui, le sujet ou le point qu'il a touché est très essentiel. Kabila est conscient qu'en maintenant les dates des prochaines élections, la RDC risque de basculer dans le chaos. Pourtant, il continue de maintenir cette date. On se demande où va la RDC aujourd'hui. Est-ce qu'il faut trouver une autre stratégie pour faire partie Kabila? C'est là toute la question. Est-ce que Kabila, moi je m'inscris quand même. Ne partage pas. Le gynécologue, sa place, c'est d'être à l'hôpital. C'est un citoyen congolais. Non, je ne refuse pas. Je ne refuse pas, mais c'est un monsieur qui veut se payer quand même un coup de publicité. D'accord. Il n'a pas besoin de publicité. Il a été cité. Non, je sais. Le Nobel de la paix, il est connu du monde entier. Les femmes congolaises le connaissent plus qu'elles ne connaissent le président Kabila aujourd'hui pour le travail que cet homme a battu pour ces femmes. Il a sauvé des millions de femmes. C'est mon développement. Mais il n'a pas besoin de publicité. Oui, c'est ça. Parce que moi, je ne vois pas en quoi ce discours-là qu'il tient est rassembleur ou qui peut concourir à la paix ou bien à l'apaisement dans ce pays-là. Quand il prédit que les élections seront falsifiées, machin et tout, bon, voilà, moi je pense que vraiment, c'est encore l'esprit africain, le drame africain, la malédiction africaine ou bien des oppositions africaines qui continuent dans ce sens-là. Je pense que l'idéal aurait souhaité quand même que, bon, voilà, que ce monsieur-là, que ce gynéco, quand même, qui est sorti quand même de son cadre, un éminent docteur. De son cadre professionnel, d'accord, pour quand même s'exercer un peu à l'art politique, d'accord, d'appeler quand même au calme, d'appeler à l'apaisement, ou soit quand même d'appeler à ce que le cadre électoral et autres puissent être quand même assainis afin que les élections, d'accord, puissent amener ce pays-là, les élections puissent bien se dérouler et que, bon, voilà, que quand même qu'il y ait la paix dans ce pays maintenant, tel que quand même il est en train. Mais son discours n'est pas un discours. Son discours, je pense que son discours rejoint ce qu'on a déjà vu, ce qu'on a déjà connu déjà. D'accord, il crie, c'est comme un faux prophète qui crie un peu dans le désert, d'accord, qui appelle à l'apocalypse. Mais je pense que quand même le gouvernement de Joseph Kabila a quand même intérêt à tout faire pour que ces élections puissent quand même bien se dérouler et que, bon, voilà, que le meilleur aussi puisse Nul n'a intérêt que, bon, voilà, que ce pays continue toujours pas à être secoué par des crises. Qui est responsable. Quand le médecin dit que les élections seront falsifiées, c'est quand même trop dire. C'est ça. C'est un constat. Vous savez, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre togolais, Edem Kodjo, lorsqu'il était désigné comme médiateur dans la crise en RDC, a été plus que clair. Pour organiser des élections, il faut du temps. Si vous vous précipitez, vous n'allez pas faire de très bonnes élections. Les gens n'ont pas compris son message. On l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Mais après, on est quand même revenu à ce qu'il avait préconisé, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est un. Deux, un pays comme la RDC, qui est très vaste, on ne peut pas se permettre d'organiser des élections en un court délai. Ce serait catastrophique. Maintenant, est-ce que le médecin a le droit de se prononcer sur des problèmes politiques? Oui, comme tous les autres citoyens. Il a même le droit de devenir candidat à l'élection présidentielle. Rien il n'a qu'à se déclarer alors. Rien ne l'empêche de se présenter à cette élection. Oui. Maintenant, est-ce que c'est normal qu'ils disent qu'il faudra trouver d'autres moyens pour envoyer Kabila? Je pense que là, il rentre dans un coup d'État. Parce que normalement, il n'est pas le seul à avoir tenu le meilleur facteur de mesure de la démocratie, c'est les élections. Si vous voulez changer Kabila,
changez-le par les urnes. Et quand le président en face ne fait pas ce qu'il doit faire, même et si le président, et ce que lui confère la Constitution, même si le président combien de fois Kabila n'a pas joué, David, que l'opposition s'organise ce pour jeu battre Kabila même si dans les urnes. dans quelles conditions? même si le président est-ce que les conditions le permettent? Si le président est le premier dictateur du monde, si vous le chassez par les armes ou d'autres moyens, comme il le dit, c'est qu'il y a d'autres personnes aussi qui vont venir vous chasser avec d'autres moyens. Et ça ne finira jamais. Ce sera un cycle. La meilleure façon, c'est de s'organiser pour battre M. Kabila dans les urnes. Pourquoi il faut continuer par battre M. Kabila, puisque Kabila n'est pas... Non, le problème, c'est Kabila. Lui-même, il en est conscient. À l'heure où nous parlons... Je vais vous rappeler une partie de l'histoire. À l'heure où nous parlons, Kabila n'a pas dit officiellement s'il sera candidat ou pas. Alors, qu'on continue de dire de le battre... Dire qu'on doit aux élections, je dis non. M. Kabila par d'autres moyens. Mais il n'est pas encore candidat, il ne s'est pas encore présenté. Je pense que ce serait... C'est un écart de langage. Oui, mais qu'est-ce qui vous dit que Kabila sera candidat? Pour interroger l'histoire de la RDC, vous vous souvenez que Mobutu ayant régné en maître absolu a été chassé par le père de Joseph, Laurent Désiré. Et vous vous souvenez que le président le plus sage, le grand sage, le grand africain, Nelson Mandela a dit à Laurent Désiré Kabila, à ce niveau, il faut négocier maintenant un départ pacifique de M. Mobutu. Laurent Désiré Kabila lui répond sèchement non. M. Mandela a tout fait. Il dit négociation pour parler, accord, tout ça là. Kabila lui dit si on doit discuter, ça doit être sur l'eau, sur la mer. On ne peut pas discuter dans un cette histoire, on la connaît tous. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est de savoir si Kabila... Mandela s'est fâché contre lui. Mandela qui ne se fâche pas vite. Oui, mais cette histoire que tu interroges, on la connaît tous, Tommy. On la connaît tous. La question, c'est de savoir est-ce que Kabila Joseph sera candidat ou pas. C'est lui le problème aujourd'hui. Il en est conscient. La communauté internationale en est conscient. Alors aujourd'hui, c'est de promouvoir le coup d'État. Non, personne ne promeut les coups d'État. Mais celui qui est au pouvoir, est-ce que lui-même il n'entretient pas ce coup d'État? Est-ce que Kabila lui-même n'entretient pas ce coup d'État, Tommy? Écoutez, mais jusqu'à présent, on n'a pas puisque c'est lui le problème. Mais quelle preuve tu veux? Quelqu'un qui devait organiser les élections il y a 2 ans, qui avance une raison selon laquelle le pays est en crise, on ne peut pas organiser les élections. Non, mais c'est quand même assez extraordinaire. Un écart de langage. Le gynécologue a appelé à des manifestations. Le gynécologue a appelé à des manifestations pacifique. Oui, mais par tous les moyens, c'est pacifique. Je vais en appeler à l'arbitrage de Johannes. Exactement, il faut que j'intervienne. Oui, bon. Il est partial aussi. Non, vous savez, David, moi je te comprends, mais toutefois, ma position, je partage les mêmes opinions que mon collègue Tommy pour dire que la meilleure façon, les meilleures manières, d'accord, de faire partir un chef d'État en exercice, c'est par les urnes. Parce que on dit qui tue pas l'épée, parce que on a vu, si nous prenons l'histoire, on a vu comment Gbagbo est parti. Personne n'a inquiété Alassane Ouattara. C'est dire que Alassane a renvoyé son deuxième mandat. Si vous renvoyez pas les uns ou mieux pas la rue ou bien par quelque moyen que ce soit, c'est que celui qui vient là, il va également subir la même chose. Ou mieux, il y a les principes, les dogmes qui sont là. Donc, et ces principes ces principes sacro-saints disent que bon voilà, pour pouvoir, d'accord, pour pouvoir quand même battre un président, il faut le faire par les urnes. Et je crois que c'est pourquoi c'est toujours en Afrique que cette situation se fait constater. Oui, maintenant, c'est toute mon inquiétude. Non. Pourquoi ça ne se passe pas ailleurs? Pourquoi ça ne se passe pas en Europe? Pourquoi ça ne se passe pas aux États-Unis? Pourquoi c'est toujours en Afrique? Lorsque vous êtes chef d'État élu démocratiquement,
que vous arrivez au pouvoir, lorsque vous commencez par poser des actes anticonstitutionnels, le peuple qui vous a élu ne vous fait plus confiance. Il vous retire sa confiance par les urnes. Le peuple et quand vous cherchez à vous maintenir, quand vous cherchez, non, la constitution congolaise a prévu des manifestations politiques comme la constitution de en cas de désaccord. En cas de désaccord. Alors, lorsque vous êtes chef d'État, vous arrivez au pouvoir. Regardez ce qui. Je ne pense pas que le coup d'État est dans aucune constitution au monde. Le gynécologue n'a pas non, le gynécologue utilisez le mot coup d'État. C'est vous qui parlez de coup d'État. C'est vous qui parlez de coup d'État. Les élections seront pour faire partir. Normalement, même on peut le prendre comme association, groupement de malfaiteurs. Le gynécologue dit appelle le peuple congolais à faire des manifestations pacifiques pour faire partir le président Kabila par tous les moyens. On parle au peuple en disant soyons vigilants, faisons un recensement propre, essayons de surveiller le processus électoral et que les délégués de l'opposition soient présents tout au long du processus. Quand tu fais juste une synthèse, vous faites un raccourci en disant les élections seront falsifiées. Vous faites un discours biaisé. Vous faites un discours biaisé de la déclaration du docteur. Le docteur a été clair. Il n'a pas cité les moyens, c'est vous deux qui citez les moyens. C'est vous deux qui parlez de coup d'État. Le docteur est plus à l'aise en gynécologie qu'en politique parce que c'est un citoyen congolais. Il n'est pas le premier à avoir tenu des propos comme ça. L'ensemble des observateurs politiques s'accordent à dire que les choses n'avancent pas. Falsifiées, soyons vigilants, essayons de surveiller tout le processus depuis le recensement, mettons nos représentants dans les bureaux de vote, veillons à ce que ces élections soient transparentes. Vous rejoignez ce que le docteur a dit, puisqu'il appelle à des manifestations pacifiques. Il n'a pas appelé à des manifestations violentes. Quels sont ces moyens? Est-ce que dans son discours, le docteur a cité un moyen pour faire partie Kabila? Il dit, je veux citer ce que le docteur dit. La solution, c'est plutôt de lutter pacifiquement pour la libération totale de notre pays. Voilà. Après cela, viendra le temps des élections libres, crédibles et transparentes. Voilà, tu comprends. Voilà, c'est clair. Où est le coup d'État dans ce qu'il a dit? Parce que si on veut faire un coup d'État, on dit allons faire un coup d'État. Mais Tommy, où est le coup d'État dans ce que le docteur a dit? C'est vous deux qui parlez de coup d'État. Moi, je ne comprends pas. Que ce soit non, vous biaisez, vous sodomisez, vous biaisez le discours du docteur. Vous te trompez. Vous biaisez son discours et je suis vraiment désolé. On a dit, nous venons de libérer le peuple. C'est un langage. C'est un langage. C'est vous qui parlez de coup d'État. Il lance un appel au peuple et il dit, ok, d'accord, il faut que les gens s'organisent pour libérer. Est-ce qu'il appelle à quoi? Il appelle à quoi? Il fait appel à la mobilisation populaire. Sauf les coups d'État. Est-ce qu'il est le premier à avoir tenu des propos comme ça? On ne peut pas promouvoir les mobilisations populaires pour renverser tous les présidents élus. Non, c'est plutôt David qui fait une mauvaise lecture de la situation. Il faut passer par les urnes. Lorsque le président s'accroche, on sent qu'il s'accroche, qu'il ne veut pas partir. Mais il y a des dispositions dans nos constitutions en Afrique. Lesquelles? Est-ce que ces dispositions sont appliquées? Est-ce qu'elles sont appliquées? Est-ce qu'elles sont respectées? Non. C'est parce qu'elles ne sont pas respectées qu'on appelle à des manifestations.